2 jours de vie et de mort les attendent. Pour protéger leurs petits, les grands géocoucous doivent tout sacrifier. Mais est-ce suffisant ? « 48 heures mortelles dans le désert. Les grands géocoucous protègent leurs petits. Alors que le soleil commence à baigner le sol désertique de ses premiers rayons, la silhouette d'un petit nid se dessine entre les buissons de mesquite et les branches de cholla. C'est le nid des grands géocoucous. Rika, la femelle, et Malo, le mâle. À l'intérieur, les oisillons, âgés de moins de 4 jours, ont la peau rose, les yeux encore fermés et dépendent entièrement de leurs parents. Rika se tient près du nid, hérissant ses plumes brunes rayées pour se protéger du vent froid du désert au petit matin. Malo s'accroche à une branche de cholla plus haute, observant les alentours. Les grands géocoucous volent rarement loin. La plupart du temps, ils courent. Et dans un endroit où le sol peut tout brûler à midi, courir est leur seule chance de survie. La lumière du soleil se fit plus intense, réveillant de nombreux reptiles. C'est alors que Malo décida de quitter le nid. Il plongea vers le sol, ses longues pattes le propulsant à travers le sable et les épines sèches. Le grand géocoucou pouvait atteindre des vitesses supérieures à 30 km/h, suffisantes pour rattraper un lézard ou esquiver l'attaque d'un serpent venimeux. Malo s'arrêta net dès qu'il aperçut un léger mouvement sous les buissons d'Ocotillo. Ses yeux jaunes perçants observèrent attentivement. Un léger crépitement, le son caractéristique du crotal du sud-ouest, un serpent très venimeux et prédateur naturel de nombreux oiseaux. Mais pour le grand géocoucou, les crotales n'étaient pas seulement une menace, ils faisaient partie de son menu.
Malo ne se précipita pas. Il fit de petits pas, dessinant un arc de cercle pour forcer le serpent à tourner la tête. Alors que le crotale se dressait, prêt à frapper, Malo donna un coup de patte sur la gauche à une vitesse presque imperceptible à l'œil nu. Une esquive parfaite. Au moment où le serpent perdit l'équilibre, Malo frappa. Pas un coup de patte comme le messager sagittaire, un coup de bec. Malo attrapa le serpent, le souleva et l'écrasa violemment contre le sol dur. Une fois, deux fois, trois fois. Chaque coup était précis, atteignant le point faible, et le serpent s'évanouit lentement. Une fois la victime immobilisée, Malo lui saisit la tête et la serra quelques secondes de plus pour s'assurer qu'elle ne puisse pas riposter. Le crotale du sud-ouest d'un demi-mètre de long n'était plus qu'un petit déjeuner riche en protéines pour son petit. Malo retourna au nid, courant le long du petit sentier sablonneux bordé de cactus, levant parfois les yeux vers le ciel où les silhouettes d'aigles royaux et d'aigles à dos rouge pouvaient apparaître à tout instant. Et au milieu de ce désert aride, le premier jour des 48 heures de vie et de mort venait de commencer. Une paire de grandes ailes fendit le sable. Dans le ciel, la buse à terreau se parut, le prédateur suprême du ciel désertique. Avec sa vue perçante capable de repérer une proie à plus de 100 mètres et sa vitesse de piquée fulgurante, elle était un véritable cauchemar pour tous les petits oiseaux, et surtout pour les jeunes géocoucous. Dès qu'elle reconnut cette silhouette familière, Rika protégea aussitôt son petit. Son corps se tendit, sa poitrine se souleva violemment, c'était la peur instinctive d'une mère. Malo, lui, fit tout le contraire. Il se précipita hors du nid, zigzagant sur le sol pour attirer l'attention de la buse. Dans le désert, la seule stratégie du géocoucou était de se faire discret, de protéger quelque chose de plus précieux. La buse baissa d'altitude, ses ailes s'inclinèrent légèrement, signe qu'elle envisageait une attaque. À cet instant, les deux espèces se comprirent.
La buse voyait le géocoucou comme un mollet potentiel et le géocoucou comprit qu'une seule attaque suffirait à décimer toute la colonie. Il se sentit tendu comme la corde d'un arc. Mais lorsque Malo changea de direction trop brusquement, l'épervier dut battre des ailes pour garder l'équilibre. Il fit un nouveau cercle, puis s'en alla, non pas par découragement, mais parce que le vent et l'angle d'approche étaient tous deux défavorables à cet endroit. Le calme revint. Rika poussa un soupir de relâchement et pressa sa joue contre la tête des oisillons. Malo grimpa sur une branche de cactus voisine, observant dans quelle direction l'épervier disparut. Dans le désert, le géocoucou et l'épervier se comprenaient parfaitement. L'un était né pour chasser, l'autre devait être rapide pour survivre. Peu après que le ciel se soit calmé, un léger bruit se fit entendre sous les figuiers de Barbarie, juste à côté du nid. Le bruit du sable que l'on déplace. Les oiseaux étaient aux aguets. Dessous l'épaisse couche d'épines, un long corps brun youillard noa dans la lumière. La couleuvre gaufre, un serpent non venimeux mais extrêmement agile, se spécialise dans la chasse aux oisillons, aux œufs et aux petits animaux à sa portée. Le grand géocoucou connaît bien cette espèce. Et la couleuvre gaufre sait aussi que son adversaire est un couple d'oiseaux chasseurs de serpents d'une rapidité fulgurante. Aucun des deux ne souhaite se battre. Un combat ici ne serait d'aucune utilité. Le serpent se détourne lentement du nid. Mais il ne repart pas les mains vides. En une fraction de seconde, la couleuvre gaufre échappe au grand géocoucou, se glisse au ras du sol, puis fonce dans une autre direction. Elle se jette sur la souris avec une vitesse surprenante. Un couinement retentit. Malo et Rika restent immobiles et observent jusqu'à ce que le prédateur disparaisse derrière le buisson d'épines, puis se détende. Le nid est de nouveau en sécurité. Dans le désert, tous les combats ne se terminent pas par une bagarre. Parfois, se tenir droit, marquer les limites, suffit à protéger les petites vies qui se trouvent derrière. Mais pour les géocoucous, chaque danger surmonté ne fait qu'ouvrir la voie au prochain défi. La nuit tombe vite dans le désert. Les températures chutent brutalement, des vents froids s'insinuent à travers les cactus, plongeant le lieu dans un silence inquiétant.
Pas de chat, aucun prédateur n'apparaît, juste une longue nuit froide et tendue où les géocoucous doivent veiller sur leur nid dans l'obscurité. Et puis, alors que l'horizon commence à se teinter d'une fine traînée orangée, le deuxième jour de ces 48 heures de vie et de mort recommence. L'aube enveloppe le désert d'une douce lumière dorée. Les premiers rayons du soleil filtrent à travers les troncs imposants des saguaros, projetant de longues ombres sur le sable fin. L'air est encore assez frais pour que la brise légère porte l'odeur de poussière sèche et de créosote, si caractéristique de cette région. Au loin, un lièvre dressa les oreilles, se secouant avant l'aube. Dans les buissons de mesquite, quelques bruyants du désert entonnèrent leur premier chant. Un lézard à queue de fouet traversa une crevasse dans les rochers, profitant de la douce chaleur matinale pour se réchauffer avant que le soleil ne devienne trop ardent. Le désert de Sonora, à l'aube, offrait toujours un calme rare. Mais sous ce calme se cachait un monde de vitesse, de rudesse et d'une survie implacable. Et maintenant, à la lisière de l'ombre des cactus, un autre prédateur s'éveillait. De derrière un grand yucca, un renard nain sortit silencieusement. Son pelage gris pâle luisait d'or sous le soleil matinal, ses grandes oreilles dressées captant le moindre mouvement dans le sable. Il traversa le territoire où nichaient les géocoucous, sans s'arrêter. Le renard nain ne cherchait ni œufs, ni petit aujourd'hui. Il aperçut quelque chose de plus intrigant. Un écureuil terrestre du désert, assis sous un mesquite non loin de là, en train de grignoter des noix. Et c'était une bonne nouvelle pour les géocoucous. Les renards nains se nourrissent de rongeurs, souris, écureuils et petits lapins. Car ces proies sont plus énergiques et prévisibles que les oiseaux. Des études montrent que plus de 60 à 70% du régime alimentaire d'un renard nain est composé de rongeurs du désert, notamment d'écureuils terrestres du désert et de rats kangourous. Les oiseaux ne prennent pas une grande part dans son alimentation. Et il s'agit principalement de jeunes individus ou de vieilles personnes tombées au sol. Ce matin-là, sa cible était donc bien visible. Le renard nain baissa le corps, les yeux rivés sur l'écureuil terrestre qui creusait
activement dans le sable, il se déplaça avec la légèreté d'une ombre, pas à pas, presque silencieusement. Encore un petit pas, puis Rika et Malo restèrent immobiles à distance, observant. Heureusement pour elle, les renardeaux ne prêtèrent aucune attention à leur nid ce jour-là. Le deuxième jour de ces 48 heures de vie et de mort commença par un magnifique lever de soleil, mais aussi par le rappel que chaque créature ici-bas lutte contre son propre destin. Tandis que la chasse aux renardeaux s'achevait au loin, Rika resta près du nid, ses yeux brun dorés suivant le moindre mouvement dans le désert. Malo se posa sur une branche de cholla, secouant gentiment la poussière nocturne qui s'accrochait encore à ses plumes. Les oisillons commençaient à avoir faim et réclamaient à manger. L'aube annonçait une nouvelle journée de survie. Malo et Rika savaient que les heures du matin étaient les plus précieuses. Elles devaient trouver suffisamment de nourriture et d'eau pour leurs petits avant que le désert ne se transforme en fournaise. Malo fit un pas. Rika veillait sur le nid. Le jour des oiseaux commençait. La lumière du matin était encore douce, juste assez pour que le sable ne brûle pas sous leurs pas. Il courut le long de la lisière du désert, où de bas buissons de mesquites et de petites crevasses rocheuses offraient un abri à d'innombrables reptiles et insectes. À chaque pas, il scrutait rapidement le sable, à la recherche du moindre signe de mouvement. Un battement de queue, le bruissement de feuilles mortes ou l'ombre d'un petit animal qui passe en courant. Malo ne tarda pas à repérer sa première cible. Un lézard se prélassait dans la faible lumière du soleil. Cette espèce était extrêmement rapide, connue pour ses réflexes fulgurants. Mais la vitesse du géocoucou était d'un tout autre niveau. Malo baissa le corps. Le lézard sursauta. Tous deux restèrent figés un instant. Puis ils s'élancèrent tous deux. Un étirement du cou. Une morsure nette. Le lézard, blotti dans son bec, frémit encore quelques instants, puis s'immobilisa. Un petit repas copieux et riche en protéines était prêt en moins de 10 secondes. Ce n'était que la première chasse de la journée. Avec un petit qui grandissait, Malo devrait répéter ce trajet 2 ou 3 fois, sans se soucier du danger qui le guettait à chaque pas. Il ne s'attarda pas.
À peine le lézard ramené au nid, Malo se retourna et s'élança dans la mer de sable brûlante. En chemin, il dut éviter des nids de scorpions dissimulés, des araignées venimeuses cachées dans les crevasses des rochers et des traces fraîches de serpents venimeux. Mais Malo n'hésita pas. Aucune hésitation. Pour lui, chaque instant d'hésitation signifiait que son petit mourrait de faim sous le soleil impitoyable du désert. Un dévouement sans faille, sans se soucier du danger. Voilà comment un grand géocoucou élève ses petits. Dans un monde peuplé de prédateurs, cet amour parental était plus fort que la peur. Si vous souhaitez suivre ces récits de survie palpitants, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne. À bientôt pour une nouvelle aventure au cœur du monde sauvage.